Le prochain candidat nous vient de l'université du 3e étage de son immeuble gauche, dont il est le président, le doyen, l'intendant, le seul étudiant et le principal mécène. Brahim. Alors Brahim, on est prêt? Non. Prêt. Prêt? Prêt. 3, 2, 1, c'est à vous. Salam alaikum, Rabat. Je m'appelle Michel Legrand, je suis pharmacien. Alors le métier de pharmacien, un métier souvent dénigré, ouais, notamment par les médecins. Ouais, ils nous aiment pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais vous avez vu comment ils écrivent sur leurs ordonnances? C'est absolument illisible. Et pourquoi ils font ça? Hein? Pourquoi ils font ça? Rien que pour nous ennuyer. Ouais. Au quotidien, la pharmacie, c'est pas évident, je vous le cache pas. À 8 h le matin, il y a des vrais zombies derrière la grille, comme ça, avec leurs ordonnances. Médicaments, médicaments! Ça fait peur aux mômes. De temps en temps, pour se marier avec ma femme, j'ouvre que la grille du bas. Ça nous fait marrer. Non, le plus dur, c'est surtout pour les enfants. Ouais, c'est vraiment pas évident. Hein. Parce que, bon, à force de traîner avec nous, de fréquenter tous ces malades, ils ont attrapé des espèces de maladies du Moyen-Âge. Le petit, par exemple, sur son visage, en ce moment, il a des taches de couleurs, 3 différentes. Ouais. On dirait un léopard. Ouais, c'est pas drôle, hein. Il a du mal à se faire des amis, quoi. Alors évidemment, ça fait rire la petite. Elle a 2 ans. Bon, hein. Mais va te faire inviter à un anniversaire avec une tête comme ça, et tu vois. Bref, il y a quand même un positif, c'est que la science s'est intéressée à notre famille. Ouais. Il y a un chercheur qui est venu l'année dernière à la maison, un collègue à vous. Il était chercheur dans les maladies orphelines. Bon, il n'a rien trouvé, hein. Il m'a dit que ça le dépassait. Puis en même temps, il préparait le MT 180. Ouais. Il était marrant, il me faisait rire, il me faisait marrer. Il faisait tout en 180 secondes. Pendant toute la journée, il faisait que des trucs fractionnés comme ça. Alors il faisait des micro-siestes. Un jour, je l'ai emmené au cinéma et il est parti avec une longue frontale. Il regardait, il lisait, il regardait, il lisait. C'était n'importe quoi. Ouais. Tout en 180 secondes. Pour avoir le timing. Oh, sa femme, elle aimait pas ça. Hein. Bref, si je suis venu ici ce soir, c'est pour vous dire que mes enfants, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Le médicament qui guérit absolument toutes les maladies. C'est vrai. Ça s'est passé un mercredi après-midi, on avait laissé les mômes s'occuper de la pharmacie pendant qu'on faisait la sieste. Eux, ça les sort un peu, et puis nous, ça nous permet de nous reposer. Et les petits, avec leur flair, là, ils ont repéré les médicaments aromatisés. Alors, ils s'en fait un cocktail, pomme, banane, je sais pas quoi. Et le lendemain, le petit, léopard terminé. Ah ouais, un vrai cochon de lait, il était guéri. Alors, avec ma femme, on a décidé d'essayer. Ouais. Et le lendemain, à la maison, on était tous guéris. Moi, ma cirrhose et mon diabète envolés. Pépé, il avait repris l'haltérophilie, pourtant il avait de l'arthrite. Hein. Et ma femme, qu'est-ce qu'elle avait, ma femme? Eh bien, ma femme, elle parlait beaucoup moins qu'avant. Ouais. Enfin, si je suis venu vous parler, c'était pour vous donner la formule. Donc 180 mg de benzite de potassium, 80 mg de charbon végétal et le plus important... Merci. Non mais je pas fini, attendez, mais non, mais c'est important là. Non, c'est fini. C'est la formule. Non, c'est fini. Mais c'est des médecins, c'est des chercheurs. Non, c'est fini. Ça suffit. Ça va, c'est bon. Ça va. Peut-être que ça les intéresse, peut-être que ça vous intéresse. Mais attendez. Voilà. Alors, le 11e candidat, et je vous rassure, il est bien réel. Il nous vient de France, de la Sorbonne, Université Paris, Mathieu Bonafine. Mathieu, vous me dites quand vous êtes prêt. 3, 2, 1, c'est à vous. Savez-vous quelle est la première cause de mortalité dans le monde aujourd'hui? Le cancer? Raté. Ce sont les maladies cardiovasculaires. Elles tuent environ une personne toutes les 2 secondes. C'est pour ça que dans mon laboratoire, on mène l'enquête pour lutter contre ce fléau. Et notre suspect principal, c'est une molécule qui porte le nom barbare de récepteur minéralocorticoïde. Appelons le récepteur M. Ce récepteur mène une double vie. Dans l'une de ses vies, c'est un citoyen modèle. On le trouve dans notre rein et il joue un rôle important dans la bonne régulation de notre pression artérielle. Mais ne vous y trompez pas, dans son autre vie, c'est un parfait criminel,
un peu à la Dr Jekyll and Mr Hyde, si vous voyez ce que je veux dire. On le retrouve dans notre cœur, dans nos vaisseaux, et là, il est extrêmement néfaste et participe à la mise en place de nombreuses maladies cardiovasculaires. Mais qu'on l'arrête, me direz-vous? On pourrait. Le problème, c'est que si on l'arrête, on l'empêche aussi de jouer son rôle bénéfique dans la bonne régulation de la pression artérielle. Donc les choses ne sont pas si simples. Et là, je sens un désarroi profond qui s'empare de vous. Mais pas de panique. Nous les chercheurs, on n'a pas dit notre dernier mot. Si on ne peut pas s'attaquer aux criminels, pourquoi on ne s'attaquerait pas à ses complices? Et vous le gardez pour vous, mais on est sur une piste. On surveille de près une petite molécule qui s'appelle NGAL. Ça fait un moment qu'on l'a sur nos radars parce qu'on la retrouve dans plusieurs pathologies. NGAL, c'est un peu la racaille du quartier, si vous voulez. Toujours fourré dans les mauvais coups. Et bizarrement, lorsque le récepteur M joue son rôle néfaste, NGAL n'est jamais bien loin. On est sûr que ces deux-là sont de mèche. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas leur mode opératoire. Et c'est justement ça le but de ma thèse. Comprendre comment NGAL assiste le récepteur M dans la mise en place des maladies cardiovasculaires. Et pour m'aider dans cette enquête, j'ai avec moi des collaboratrices assez spéciales. Elles sont toutes petites et très poilues. Enfin, des souris, quoi. Mais pas n'importe quelle souris. Des souris transgéniques. Des souris mutantes. Je vous rassure, ça n'a rien à voir avec les X-Men. Moi, mes souris, elles ne lancent pas de laser avec leurs yeux. Ce sont des souris assez classiques, mais ce qui les rend vraiment exceptionnelles, c'est qu'elles ont un gène en moins. Le gène qui permet de produire NGAL, justement. Ce qui veut dire que ces souris n'ont NGAL nulle part dans leur organisme, pas dans la moindre de leurs cellules. Et donc, chez ces souris, NGAL, le récepteur M, se retrouve privé de son complice. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si ça l'empêche de nuire. J'étudie donc minutieusement la santé cardiovasculaire de ces souris. J'examine l'état de leur cœur, je prends leur tension, avec un petit brassard qu'on place sur leur queue. Tout ça pour savoir si ces souris qui n'ont plus NGAL sont protégées contre les effets néfastes du récepteur M. Et donc si mettre NGAL hors d'état de nuire, avec des médicaments par exemple, pourrait permettre de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Bref, mes souris ce ne sont peut-être pas des X-Men, mais il se pourrait bien qu'elles sauvent le monde quand même. Mathieu Bonafine. Étude du rôle de la NGAL dans les effets cardiovasculaires de l'activation du récepteur minéralocorticoïde. La prochaine candidate, c'est la 12e. Elle nous vient de Belgique, de l'Université de Louvain, Ludivine van den Bigelaar. Ludivine, êtes-vous prête? Oui, maintenant oui. Le micro fonctionne, vous êtes prête. 3, 2, 1, on y va. Imaginez que pour faire 1 kilomètre avec votre voiture, vous devriez mettre 1000 litres d'essence dans votre réservoir. Ce serait pas très efficace, hein. Ça coûterait super cher et ça générerait une pollution incroyable. Bien, c'est exactement ce que fait l'industrie pharmaceutique pour produire les médicaments que nous consommons. Elle emploie des quantités astronomiques de matières premières et d'énergie, tout ça pour produire une infime quantité de médicaments qui sera noyée sous une tonne de déchets toxiques et polluants. Bon, rassurez-vous, j'ai la solution. En fait, dans notre corps, dans les arbres, dans les bactéries, dans tous les organismes vivants, se trouvent des petites molécules extrêmement efficaces appelées enzymes. Et ce sont elles qui nous aident notamment à transformer ce que nous mangeons en énergie, que nous pouvons utiliser pour manger, ou bouger, ou penser. Ou encore, les enzymes nous aident à produire des substances très complexes, telles que des hormones, des anticorps et même des substances médicamenteuses. Et vous savez ce qui est vraiment génial avec les enzymes? C'est qu'elles utilisent juste ce qu'il faut de matières premières et d'énergie pour faire un médicament. Il n'y a aucun gaspillage, c'est super efficace. Et en plus, quand une enzyme a fini d'assembler un médicament, elle recommence à assembler d'autres fragments en médicaments. En fait, les enzymes, c'est un petit peu comme une armée de petits travailleurs zélés. Tant qu'il y a du boulot dans le coin, il faut qu'ils continuent à travailler. Oh alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas les enzymes dans l'industrie, puisque ça fonctionne si bien? Oui, mais pour que le procédé soit vraiment efficace, on voudrait pouvoir récupérer nos enzymes à la fin de la réaction. Et comme ça, on pourrait les réutiliser et diminuer les coûts. Ah, mais on a un problème. C'est que les enzymes, elles sont tellement petites qu'il est impossible de les récupérer en filtrant. Elles passent systématiquement à travers les mailles des filets, des filtres, des passoires. C'est là que j'interviens. Je colle les enzymes sur des blocs, des sortes de gros cailloux qui pourront être facilement récupérés à la fin de la réaction.
Et comme ça, si on arrose l'ensemble avec les fragments du médicament, les enzymes collées au bloc pourront quand même les attraper, les transformer en médicaments et les relâcher. Et ainsi de suite. Le challenge, c'est donc de trouver la bonne colle, celle qui permet aux enzymes d'être bien fixées au bloc pour pas qu'elles soient emportées par le courant. Mais inversement, on ne veut pas non plus que les enzymes soient complètement engluées à la surface, sinon elles ne pourront plus travailler. Je ne sais pas si vous imaginez, vous travailler avec les pieds et les mains collés sur un caillou. Pas facile. Le but de ma thèse, c'est donc de déterminer la meilleure colle et de coller les enzymes dans les meilleures conditions. Et on est en train d'y arriver. On va bientôt pouvoir produire des médicaments de manière bien plus propre, bien plus efficace et à plus faible coût. Merci. Ludivine van den Bigelaar, de l'Université de Louvain en Belgique. La prochaine candidate, elle est la 13e. Elle nous vient également de Belgique, de l'Université de Namur, Delphine Delmarmol. Delphine, vous êtes prête? Oui. Ok. 3, 2, 1, on y va. Lui, c'est Rufus. Il est moche. Il vous fait peur. Il a des grandes dents, comme le rat, des petits yeux, comme la taupe, et n'a pas un poil sur le caillou. Donc, logiquement, les scientifiques l'ont appelé rat, taupe, nu. Mais aujourd'hui, on va continuer à l'appeler Rufus. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est ne vous fiez pas à son apparence, car sous ces airs monstrueux se cache un véritable super-héros. Ma thèse consiste à étudier et à analyser les nombreux super-pouvoirs de Rufus. Et comme, pour mieux comprendre un super-héros, il faut avant tout connaître son histoire, plongeons ensemble dans l'étrange univers de Rufus. À l'état sauvage, c'est un rongeur d'Afrique de l'Est. Et c'est le seul mammifère à adopter la même structure sociale que les fourmis ou les abeilles. Cela implique qu'en haut de l'échelle, on va trouver une reine unique destinée à la reproduction. Ensuite, un harem de mâles, puis des ouvriers et des soldats. Vivant dans des galeries souterraines, Rufus a quasiment perdu l'usage de ses yeux et est incapable de réguler sa température interne par lui-même. De plus, il n'a pas besoin de boire car il prélève l'eau nécessaire dans les racines dont il se nourrit. De surcroît, il ne ressent pas la douleur et peut facilement vivre jusqu'à 30 ans. 30 ans, me direz-vous, ça n'a rien d'extraordinaire. Bien si, à son échelle, cela équivaut à être plus que centenaire. Et ce n'est pas tout. Rufus possède également un autre super-pouvoir génialissime. Il est résistant au cancer. Mais comment ça, me demanderez-vous? Eh bien, l'hypothèse actuelle est que Rufus sécréterait de l'acide hyaluronique en grande quantité et sous une très grande taille. De l'acide hyaluronique, mais qu'est-ce que c'est? Mais si, mesdames, vous en avez entendu parler. C'est le nouveau produit à la mode que vous trouvez dans vos crèmes de rides, hors de prix. Bref, toujours est-il que cet acide hyaluronique est multifonction et possède de nombreuses propriétés intéressantes. Notamment, lorsqu'il est présent en grande quantité et sous une grande taille, il montre des effets anti-inflammatoires et anti-cancer. C'est comme une armure. Plus elle est dense, plus elle couvre de surface, au mieux, elle assure sa fonction de protection. Je pense que l'armure de Rufus est tout à fait caractéristique et unique. Cependant, mes recherches divergent de ce qu'avancent actuellement les scientifiques. En effet, mes résultats récents tendent à montrer que l'armure de Rufus n'est pas si riche que ça en acide hyaluronique, mais que c'est l'association de cet acide avec d'autres molécules qui importe. Je cherche donc à identifier ces molécules partenaires. Je veux comprendre quel est le meilleur alliage utilisé pour construire cette armure afin de la transférer à l'homme et nous transformer en super-héros. Merci. Delphine Delmarmol, de l'Université de Namur en Belgique, sur la thèse exploration du métabolisme de l'hyaluronant chez le rat taupe nu et chez des souris déficientes en hyaluronidase. 14e candidat, elle nous vient du Sénégal, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mboui Khady Diagne. Un petit test micro. Bonjour. Très bien. Vous êtes prête? Oui.
Ok. 3, 2, 1, je vous en prie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en 2016. Chacun de vous a au moins un compte Facebook, un compte mail ou un compte bancaire. Alors, imaginez que le mur de votre compte Facebook soit infesté d'images et de vidéos obscènes, que votre compte bancaire soit débité de centaines de milliers de francs à votre insu, et que pire encore, votre pays soit attaqué par des terroristes car ils ont eu accès à des données sécurisées sensibles. Ce sont des situations catastrophiques très déconcertantes, mais bien possibles. Mesdames, Messieurs, nous avons tous au moins une fois déjà entendu parler d'une personne ou d'un État victime de piratage informatique. Et malheureusement, cela risque de s'empirer en 2020. Avec l'apparition de la machine quantique, une machine d'une puissance de calcul inégalable, capable de casser tous les systèmes de sécurité cryptographique qui protégeaient nos données jusqu'à maintenant. Cette machine mettra donc à la merci de tous les hackers toutes nos données secrètes. Laissez-moi vous donner un exemple pour mieux illustrer la situation. Imaginez un voleur devant une porte fermée par une serrure et un code. Plus le code est complexe, plus il aura du mal à forcer la serrure. Remplaçons maintenant le voleur par un hacker informatique qui cherche à trouver le code secret de votre compte bancaire pour le dépouiller de son contenu. Aujourd'hui, face à la robustesse des systèmes de sécurité cryptographique, ce sera difficile, voire impossible pour le hacker de retrouver votre code secret. Mais imaginez qu'il dispose d'une machine capable de casser tous les systèmes de sécurité cryptographique. Alors, il pourra sans problème retrouver votre code secret et pirater votre compte bancaire. La machine quantique amène cette possibilité. Fort heureusement, mesdames, messieurs, une solution existe. Pour se préparer à un tel événement, la communauté cryptographique dont je fais partie développe des alternatives résistantes à l'ordinateur quantique. En effet, ce que nous faisons, c'est que nous élaborons des systèmes cryptés qui possèdent une forte sécurité. Et ces systèmes cryptés peuvent s'implémenter dans vos cartes bancaires, dans vos comptes mail, dans vos pages personnelles et dans toute autre plateforme de transmission de données. Et c'est là mon domaine de compétence, c'est de montrer que des problèmes sont difficiles, tellement difficiles que les cryptographes peuvent s'y baser pour sécuriser nos données. Mon rôle est donc de créer des problèmes aux hackers, tant et si bien qu'il leur faudra tellement se gratter les méninges sans jamais pouvoir casser les codes. C'est un travail de démonstration théorique qui donne la preuve que voilà un alliage puissant avec lequel votre coffre-fort résistera aux assauts des voleurs. Je vous remercie. Moïse Hadi Diagne du Sénégal de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sur la complexité de certaines sous-classes du problème de décodage par syndrome. 15e candidat. Il nous vient de Suisse, de l'université de Neuchâtel, Étienne Morel. Étienne, vous n'avez qu'à me dire quand est-ce que vous êtes prêt. Je suis prêt. 3, 2, 1, allons-y. Les jeunes ne savent plus écrire. Eh bien, c'est faux. Imaginez, on n'a probablement jamais écrit autant qu'aujourd'hui. Chaque année, plus de 2 milliards de messages de type SMS sont envoyés en Suisse uniquement, là d'où je viens. Et c'est sans compter tous les messages WhatsApp que l'on s'échange. Oui, mais encore faudrait-il qu'ils fussent bien écrits, ces messages. Évitons les préjugés et décrivons les pratiques telles qu'elles sont. C'est ce qu'un projet interuniversitaire s'est proposé de faire, étudier comment vous écrivez vos messages. Eh bien, vous, madame, ou vous, monsieur. Vous espionnez nos communications. Mais non, voyons, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui nous ont fait don de leurs messages afin que nous puissions les étudier. Dans le cadre de ma thèse, je me suis plus particulièrement intéressé à la tendance qu'avaient certains parmi vous à agrémenter leurs messages de petits morceaux d'autres langues, de l'anglais, de l'allemand, de l'italien et même du suisse-allemand. Hi baby, ciao cara, Oi, schatzale. Anyway, j'ai systématiquement analysé les pratiques plurilingues dans plus de 8000 messages. Et ce que j'ai trouvé, eh bien, c'est que certains parmi vous sont de sacrés bricoleurs linguistiques.
Pourquoi dit bricoleur? Eh bien, le bricoleur, c'est d'abord un débrouillard qui se sert des éléments qu'il a sous la main pour faire ce qu'il a envie de faire, là, sur le moment. Il s'oppose au plurilingue architecte qui manipule avec aisance différentes langues en construisant des phrases complexes. Le bricoleur, lui, utilise ça et là des petits morceaux d'autres langues. Seuls 2% des mots sont concernés, pas de quoi mettre en danger la beauté et l'intégrité de notre langue. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on fait du bricolage que tout ce qu'on fait est sans raffinement. Les bricoleurs parviennent à atteindre des résultats parfois surprenants, pour ne pas dire brillants. Ils utilisent par exemple la graphie d'une langue pour en transcrire une autre, le double O de l'anglais pour le ou français, bisous. Ils utilisent des symboles compréhensibles par tous. N8 devient nuit, night ou nacht en allemand. Ils imitent par la graphie des accents régionaux, des accents exotiques. Bonjour, adieu, profite bien du Sud. Mais qui sont donc ces bricoleurs? Eh bien, ils sont plutôt jeunes et de façon intéressante, ils indiquent ne pas utiliser différentes langues dans leur pratique quotidienne. Un plurilinguisme de non-plurilingue, donc. Ce qui apparaît comme paradoxe se fait révélateur d'un nouveau type de pratique, lié à une communauté dont les membres n'utilisent pas forcément l'anglais ou l'italien au travail ou à la maison, mais lorsqu'ils passent de l'écrit informel, se font un malin plaisir de mobiliser toutes les ressources qu'ils trouvent dans leur boîte à outils. Parfois avec virtuosité, je dis bien parfois, encore faudrait-il toujours qu'ils le voulussent. Je vous remercie. Étienne Morel, de l'Université de Neuchâtel. Le bricolage plurilingue dans la communication par texto, interprétation d'une pratique entre affiliation locale et aspiration globale. Eh, oh, psst. On est à 15 candidats, il m'en reste 5, c'est peut-être pas le moment là. Pas fini? Non, c'est pas fini. Ah, parce qu'il y a le spectacle demain à la Ballet de Carmen. Non, mais c'est maintenant là, il nous en reste 5. Ah, je suis désolé, pardon, monsieur, dame, désolé. Pardon. Non, mais, voilà, non, mais attends, on a 30 secondes là de battement. Tu fais faire un truc, t'as fait du théâtre, non? La dernière fois que j'ai fait du théâtre, c'était en CE2. C'est un moment, oui. Ouais, c'était la Mais diction. tu nous fais un truc, t'as 30 secondes. Pas Non, non, mais 180, attends, t'as 30. non, mais j'ai- Non, t'as 30 secondes. Non, mais T'as 30 secondes, j'ai c'est comme juste ça, fait tu fais un comme ça. chasseur Non, t'as sachant fait du chasser théâtre, son- tu le fais. Moi, j'ai juste fait un chasseur sachant chasser sans son chien et je savais pas le faire en plus. 30 secondes à partir de quand? Ah bah non. Ok. Un chercheur sachant chercher sans son chien n'est pas un chasseur. C'est bon? Je peux y aller? Je pense que c'est mieux. Ah, merci, merci. Oh là là, j'ai fait une gaffe, j'ai fait une gaffe. Alors, il nous reste 5 candidats. On arrive à la fin et c'est vrai que essuyer les plâtres au début, c'est pas facile. Et passer à la fin, on imagine, c'est pas ça facile. La pression monte. 16e candidate. Elle nous vient de Tunisie, de l'université de Carthage, Rim Wirlissi. Elle est en train de se faire équiper. Rim Wirlissi, tout fonctionne, ça va. On va la laisser entrer, on la réapplaudit encore une fois. Rim, on coupe la musique. Est-ce que vous êtes prête, Rim? Oui. 3, 2, 1, je vous en prie. Est-ce que vous comportez d'une manière socialement responsable? Tout simplement, est-ce que vous faites attention à votre environnement et à votre société en général? Pas évident, non? Disons que c'est oui. Mais alors, pourquoi vous le faites? Dans ma thèse, c'est aux États que j'ai posé cette question. Oui, vous avez bien entendu. Je parle bien d'États, parce que les États aussi se comportent de manière sociale. Et ce, en intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur politique d'investissement. Mais est-ce vraiment profitable? L'objectif de ma thèse, c'est justement d'apporter des éléments de réponse à ces questions. Et cela se déroule en 2 temps. D'abord, imaginez que vous avez investi dans un bien immobilier de qualité et que vous voudriez rentabiliser au plus vite votre investissement locatif. Disons que 2 personnes se présentent à vous, Etiko et Manfou. Etiko d'un côté, fonctionnaire, père de famille, sa femme ne travaille pas. Manfou, quant à lui, c'est un célibataire, c'est le fils d'un célèbre homme d'affaires.
À la présentation des justificatifs financiers, tous les deux sont a priori solvables. Mais lequel des deux vous allez choisir? Pour vous aider à prendre votre décision, il vous suffit par exemple de demander les coordonnées de l'ancien propriétaire, auprès de qui vous pouvez vous renseigner. Le candidat a-t-il payé régulièrement ses factures? Dans quel état il a laissé l'appartement? Et sur la base de ces informations, vous êtes en mesure de trancher, n'est-ce pas? Eh bien, c'est par là que je commence moi aussi. Mon travail consiste notamment à développer des méthodes économétriques qui me permettent d'extraire les informations cachées et les informations extra-financières qui constituent mes données. Et de la même manière que vous utilisez l'information cachée pour dresser le profil comportemental de vos candidats, mes informations extra-financières me permettent de dresser le profil des États et de mesurer l'impact de ce comportement sur la performance économique. Comment? Imaginez maintenant que vous êtes en mesure de prendre une décision, mais que vous voudriez à l'avance calculer l'espérance de vos gains futurs. Pas de problème. Si vous êtes un bon investisseur, vous allez penser à intégrer les profils de vos candidats dans vos calculs. Mieux encore, vous allez utiliser ces profils dans votre évaluation de vos rendements futurs ou encore de l'état de votre appartement ou même votre image de marque en tant que propriétaire. Eh bien, c'est la même technique que j'utilise. J'intègre le profil des États dans la fonction d'évaluation de la croissance économique et je montre que les États qui se comportent de manière sociale sont en de meilleure croissance économique. Apporter aujourd'hui les preuves de la profitabilité des comportements sociaux est un enjeu fort, justement pour que les États soient non pas un double choix, un choix éthique et un choix non éthique, mais plutôt pour prendre la décision sage. Quant à vous, gardez votre comportement social. Merci. Rim Worlissi de l'Université de Carthage sur les comportements socialement responsables. 17e candidate, elle nous vient également de Suisse, de l'Université de Fribourg. Je vais vous demander d'accueillir Désirée Koenig. Désirée. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Tout va bien? Oui. Bon, prête? Oui. Ok. 3, 2, 1, c'est à vous. Ceci est un poisson zèbre. Et ce soir, je vais tenter de vous convaincre d'en faire votre poisson préféré. Lorsque j'avais 15 ans, j'ai travaillé dans une usine de chocolat. Le chocolat, c'est sympa, mais on oublie souvent que la vie d'usine peut être stressante. Et parfois, il y a des accidents. Pendant que j'étais là, une employée a eu sa main coincée dans une machine qui a écrasé un de ses doigts et l'a coupé. Ceci n'est pas un cas rare. Des gens perdent des doigts, des mains, des jambes à cause d'accidents ou de maladies. C'est pour cette raison que j'étudie les poissons zèbres. Les poissons zèbres sont des poissons d'aquarium plutôt communs d'à peu près cette taille. Mais ils sont très spéciaux parce qu'ils peuvent faire repousser la majorité de leurs organes, comme leur cœur, leur moelle épinière et leurs nageoires. Et c'est ça le sujet de ma thèse, la régénération des nageoires. Si vous avez déjà entendu parler de régénération, vous pensez peut-être aux cellules souches. Celles-ci sont prometteuses dans le traitement de diverses maladies parce qu'elles peuvent, d'une part, se multiplier presque indéfiniment et d'autre part, se transformer potentiellement en une multitude de types de cellules différents. Mais elles ne sont pas sans risque, car elles peuvent parfois s'emballer et former des tumeurs. C'est justement ce qui est intéressant avec les poissons zèbres. Ils n'ont pas besoin de cellules souches pour régénérer et donc ne forment jamais de tumeurs pendant ce processus. Mais alors, comment régénèrent-ils? Eh bien, ils utilisent leurs cellules adultes, comme des cellules de peau ou d'os, qu'ils transforment en cellules capables de se multiplier et de remplacer une nageoire perdue en seulement 20 jours. Et tout ce processus est très finement contrôlé par des dizaines de messages chimiques qui passent entre les cellules. Des messages qui disent « Hé, toi, tu es une cellule d'os, va par là. Et toi, tu es une cellule de peau, reste à l'extérieur. Et toi, il faut que tu te multiplies un peu plus vite, on n'a plus que 36 secondes. » Et c'est ça que j'étudie. Quels sont ces messages? Comment les cellules les comprennent et comment réagissent-elles? Parce qu'une fois qu'on comprendra comment les poissons zèbres peuvent repousser leurs organes,
On pourra essayer d'appliquer ces connaissances à des humains qui ont perdu une jambe dans un accident de voiture ou un doigt dans une machine de chocolat. Et c'est pour cette raison que les poissons zèbres sont plus que de simples poissons. Ils sont un espoir pour le futur. Merci. Désiré Koenig, de l'Université de Fribourg, sur les mécanismes de régénération des organes chez le poisson zèbre. Le temps, malheureusement, lui, ne se régénère pas. Il nous reste 3 candidats avant que nous passions au vote du jury et au vote du public. Le 18e candidat nous vient de France, de l'Université confédérale Léonard de Vinci à Poitiers, Nicolas Urruti. Nicolas, vous me dites quand vous êtes prêt. Je suis prêt. 3, 2, 1, on y va. Le stress, une émotion paradoxale, n'est-ce pas? Car si à petite dose, il peut nous stimuler, il peut aussi inversement nous faire perdre nos moyens. Et ce stress, tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Vous, moi, et même un épi de blé. Et le stress chez le blé peut avoir des conséquences très négatives. Cette année, par exemple, au Maroc, c'est moins 70% de rendement du fait du stress hydrique. En France, c'est moins 30% du fait d'un excès d'eau et de maladies. Et cela a évidemment des conséquences économiques, d'abord pour les agriculteurs, mais aussi en termes de sécurité alimentaire mondiale. Face à ces stress, les agriculteurs peuvent en partie se protéger, notamment en utilisant des produits phytopharmaceutiques ou encore pesticides, qui aident les plantes à être protégées face aux maladies, mais ce sont, comme vous le savez, des produits aujourd'hui très critiqués, notamment du fait de la pollution qu'ils engendrent et des risques pour notre santé. Alors comment faire? Comment faire pour produire plus de blé et nourrir une population qui augmente, avec moins de pesticides, moins d'eau, moins de terre, le tout dans un contexte de réchauffement climatique? Alors dit comme ça, j'avoue que ça peut faire un petit peu peur, mais rassurez-vous, car face à ce défi, de nombreux acteurs se mobilisent, y compris des doctorants. Moi, dans ma thèse, je me suis inspiré d'une discipline qui, plus que n'importe quelle autre, s'est justement intéressée à la question du stress, la psychanalyse. Et j'ai proposé à plus de 3000 parcelles de blé réparties en France de suivre une véritable thérapie de groupe en 3 séances. Première séance, le diagnostic. Alors comme tout bon disciple de Freud, j'ai commencé par installer ces parcelles de blé sur un divan. Puis, j'ai écouté leur ressenti vis-à-vis du stress. Manque d'eau, manque de lumière, manque de chaleur, trop de pucerons, trop de champignons, pop, pop. Il a fallu que je remette de l'ordre là-dedans. Deuxième séance, l'enquête. J'ai étudié minutieusement les pratiques des agriculteurs afin d'identifier leur niveau de dépendance aux pesticides. Qu'en traitent-ils, où et pourquoi? Et enfin, troisième séance, le bilan. J'ai croisé à la fois les stress, les pratiques des agriculteurs et leurs performances. Et j'ai pu montrer plusieurs choses. Tout d'abord, c'est qu'il existe des marges de progrès pour réduire l'utilisation des pesticides. Ensuite, il existe des systèmes plus robustes que d'autres, c'est-à-dire capables de maintenir de bons rendements malgré l'apparition de stress. Et enfin, j'ai pu identifier des leviers qui permettront aux agriculteurs de mieux s'adapter face au changement climatique, notamment en jouant sur la diversité et sur la flexibilité des pratiques. Voilà résumé, avec ces 3 séances, des bonnes nouvelles pour les agriculteurs. Mais je pense aussi que ce sont des bonnes nouvelles pour nous, les doctorants, car ils montrent que l'on peut apprendre à mieux gérer notre stress pour avoir de meilleurs résultats. Et pour cela, il faut que l'on apprenne à ne garder que le côté positif du stress, celui qui nous fait avancer et innover. Et dans ces conditions seulement, on peut dire « vive le stress ». Merci. Nicolas Urruti, c'était notre 18e candidat de l'Université confédérale Léonard de Vinci de Poitiers sur l'impact de la réduction des pesticides sur le rendement du blé en France. Il ne nous en reste plus que 2. La 19e candidate, je vais vous demander de l'applaudir bien fort, elle nous vient de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, Shaima Samtal. Alors Shaima, prête? Oui, prête. 3, 2, 1, allons-y. Mesdames, permettez que je m'adresse aux hommes ici présents pour une histoire de prostate. Messieurs,
Savez-vous que le cancer de la prostate est sur le podium pour la 2e ou la 3e place en termes d'incidence selon les régions du monde? Au Maroc, on comptabilise 30 cas par an, instituant le cancer de la prostate comme 2e cause de mortalité par cancer. Pour traiter cette maladie, les méthodes aujourd'hui disponibles sont extrêmement invasives. Disons-le, franchement sauvages. Que propose la médecine? Ablation de la prostate, suivie de chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie. Seule élégance, c'est quand cela est possible, on tente ces procédures chez les hommes qui ont déjà procréé. Faut-il souligner le fardeau que constitue ce type d'intervention et son cortège d'effets secondaires tant physiologiques que psychologiques? En effet, la violence de ces interventions ne garantit malheureusement pas la guérison. Et les récidives sont fréquentes, renvoyant le patient vers une autre boucle infernale de soins. Comme les herbes nuisibles qui repoussent car on les arrache, mais on parvient difficilement à les déraciner. L'objectif de ma thèse est de proposer des méthodes plus efficaces et moins traumatisantes pour lutter contre cette forme de cancer et ses récidives. Comment faire? Par où commencer? Nous savons que le cancer de la prostate a une composante génétique et une corrélation a été établie entre un type de mutation et une thérapie. C'est le fil conducteur qui a dirigé mon travail, qui consiste en l'analyse de centaines d'échantillons de tissus tumoraux fournis par des hôpitaux marocains. En d'autres mots, je traite l'ADN de ces échantillons grâce aux techniques de biologie moléculaire et je repère les mutations potentielles au sein d'un océan génomique en me servant de la puissance des outils informatiques, ce qui me permettra de cartographier les mutations génétiques corrélées au cancer de la prostate avec en vis-à-vis les thérapies adéquates. Enfin, messieurs, permettez-moi aussi de m'adresser aux femmes. Mesdames, faut-il vous rappeler que la prostate est un organe impliqué dans la fertilité masculine? C'est elle qui renforce le pouvoir fécondant des spermatozoïdes. Une bonne raison pour que vous aussi, vous soyez concernés. Croyez-moi, le cancer de la prostate est aussi une histoire de femme. Merci. Shaima Semtal de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. Alors, je ne sais si c'est la difficulté ou le privilège de passer en dernier. Je vais vous demander d'accueillir notre 20e et dernier candidat. Il nous vient de Suisse, de l'université de Fribourg, Guillaume Braidi. Guillaume, vous me dites quand vous êtes prêt. Je suis prêt. 3, 2, 1, je vous en prie. Lorsque vous vous promenez sur l'avenue Mohamed V, le regard étincelant, admirant la magnifique architecture de Rabat, l'État ne juge pas utile de surveiller votre activité. Vous pouvez courir, chanter, déguster de délicieuses pâtisseries ou boire du thé. Il n'existe aucune loi qui règle votre traversée. En revanche, si vous décidez de la franchir en voiture, il vous faudra au préalable obtenir une autorisation en la forme d'un permis de conduire. Ce permis, comme vous le savez, vous sera octroyé à la suite d'examens théoriques et pratiques. Et si par malheur vous appuyez trop fort sur le champignon, l'État n'hésitera pas à vous le retirer. Vous en conviendrez, l'État, dans ces deux situations, ne vous surveille pas de la même façon. Mais pourquoi existe-t-il une telle différence? Dans mon exemple, la raison est presque évidente. Votre promenade dominicale ne génère aucun risque, alors que la mauvaise conduite de votre bolide en cas d'accident peut avoir de graves conséquences. Grâce au permis de conduire, l'État, bienveillant, s'assure alors que vous ne confondiez pas la pédale des freins avec celle de l'accélérateur. Mais qu'en est-il alors des personnes qui exercent une activité dans le monde de la finance? Actuellement, elles ne font l'objet d'aucun permis, d'aucune autorisation, alors que leur mauvaise conduite peut également tous nous mener en bateau.
Pensez-vous que leur activité doit rester associée à celle du piéton, libre de toute autorisation, ou au contraire à celle d'un conducteur, soumise à des exigences particulières? Vous avez un doute? C'est là que j'interviens. L'objectif de ma thèse est de créer en quelque sorte un permis de conduire une banque pour les personnes qui la dirigent. Et pour atteindre cet objectif, j'ai premièrement examiné l'évolution des lois financières depuis les années 70 à nos jours, et j'ai constaté que s'il n'existait à l'époque aucune règle de comportement pour les banquiers, vous étiez en quelque sorte un banquier piéton, les cheveux gominés et la cravate bien serrée. Les crises économiques et les lois qui les ont suivies ont peu à peu réglementé leur comportement. Deuxièmement, j'ai comparé le métier de banquier avec ceux de médecin et d'avocat. Ces deux professions sont particulièrement intéressantes car, pour exercer leur activité, l'État leur octroie une autorisation qui atteste d'une formation suffisante et d'une bonne moralité. Ainsi, l'État s'assure, à l'instar du conducteur, que votre médecin sache distinguer votre jambe gauche de votre jambe droite s'il doit vous opérer, ou pire, que votre avocat ne tente pas de vous mettre en prison alors que vous l'avez engagé pour vous en sortir. En me basant sur la réglementation de ces deux professions, je propose dans ma thèse de soumettre les banquiers à un système de surveillance équivalent. Ainsi, la prochaine fois que vous irez voir votre avocat, votre médecin ou votre banquier, que ce soit en voiture ou à pied, vous vous y sentirez en toute sécurité. Merci. Merci beaucoup Guillaume Brady de l'Université de Fribourg. Alors, vous les avez vus tous défiler, mesdames et messieurs du jury. Avant que je laisse le jury se retirer pour aller délibérer, je vais juste vous demander à l'applaudimètre de me montrer votre impression globale sur les 20 candidats. Donc à vous de les applaudir, on va voir comment vous avez ressenti les choses. Je ne sais pas si vous avez une case pour l'applaudimètre. Alors, on va laisser le jury se retirer. Je vous propose, Monsieur le Président, d'emmener tous les membres du jury. Vous allez délibérer pendant une demi-heure pour pouvoir tout à l'heure nous donner les lauréats. Donc, je vous le rappelle, 3 prix du jury, 3e, 2e, 1er. Et mesdames et messieurs du public, vous allez avoir dans quelques instants la possibilité de voter pour le candidat qui vous aura convaincu. Alors, ça va demander un peu de discipline de votre part pour qu'on puisse faire ça dans les temps sans trop déborder. Ça va vous permettre aussi de faire une pause, de vous dégourdir un peu les jambes, de discuter. Vous avez à l'entrée, normalement, un jeton qui vous a été donné. Est-ce que tout le monde a ce jeton? Qui a un jeton? Bon, c'est rassurant, c'est la majorité. Qui n'en a pas? Bien. Alors, vous avez toujours la possibilité, en sortant de la salle, de récupérer un jeton. Il y a des hôtesses qui vous en donneront. Alors, le principe est simple. Je vais vous inviter à quitter la salle dans quelques instants. Vous allez trouver des cylindres, 20 cylindres, qui sont des urnes, avec la photo, le nom et le numéro de passage correspondant à chacun des candidats. Il vous suffit de mettre le jeton dans l'urne du candidat qui vous aura convaincu. Alors, il est 21h23. L'idéal, c'est que vous fassiez ça en une vingtaine de minutes. Grand maximum pour que nous nous retrouvions ici à 21h45. J'aimerais voir la salle remplie à 21h45 maximum. On vous enverra bien sûr des gens vous inviter à re-rentrer dans la salle. Je vais vous demander maintenant de bien vouloir quitter la salle et de procéder au vote. Merci beaucoup et à tout de suite. On applaudit les jurys, on applaudit les comités d'organisation. Moi, j'aimerais applaudir le public de ce soir. Vous avez été formidables, sincèrement.
Alors, on arrive à la fin de cette compétition. C'est le moment que vous attendez tous, bien évidemment. Je le rappelle, 3 prix décernés par le jury. On va commencer par le 3e, puis le second, puis le premier. Et on découvrira le prix du public, la personne que vous aurez choisie, vous tous, dans la salle. Alors, je vais appeler monsieur le président du jury, monsieur Rachid Yazami. Je vais lui demander de me rejoindre pour me donner déjà, écoutez, ses premières impressions par rapport au niveau de la compétition. On va vous amener un micro. Voilà, Ouda vous amène un micro. Alors, c'est Yazami. Alors, n'allez pas trop vite en besogne. Non, mais on va Ok. prendre le temps, j'ai 190 secondes. Voilà. Alors pour l'instant, vous nous dites juste comment était le niveau de la compétition par rapport peut-être aux éditions précédentes ou tout simplement aujourd'hui dans l'absolu. Eh bien, à l'unanimité, le jury a trouvé que le niveau de ma thèse 2016, pardon, ma thèse en 180 secondes, Vous en avez rajouté 10, c'est pas grave. au Maroc, le niveau a été excellent, vraiment, très très haut niveau. Je pense que tout le monde est Je d'accord. voudrais vraiment féliciter tous les candidats. Ils ont fait un travail formidable de vulgarisation de la science et de la passion qu'ils ont pour leur travail. Et donc, franchement, ça n'a pas été très, très, très facile. C'est pour ça que le jury a délibéré un peu plus longtemps. Mais finalement, on est arrivé à un palmarès. Voilà. Alors, on va quand même commencer parce que j'ai essayé de parler aux candidats tout à l'heure. Ils ne voulaient même pas m'adresser la parole tellement ils étaient stressés. Ils m'ont envoyé balader. J'ai dit OK, c'est pas grave, on revient. Alors, on va commencer par le 3e prix, monsieur Yazami. Le 3e prix du jury. Attendez. C'est pas vous qui allez le remettre. Vous annoncez le prix et je vais demander à Madame Raja Sharqawi Morsi, qui est membre de l'Académie, résidente de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, sachant que ce 3e prix du jury, doté de 750 €, est attribué par l'Académie Hassan II. Je vous demande d'applaudir Madame Raja Sharqawi Morsi. Madame Sharqawi, merci d'être avec nous. Alors, je vais me mettre à votre gauche. Venez à côté de Yazami. Et maintenant, Yazami, le 3e prix du jury de cette édition 2016 de ma thèse en 180 secondes. Donc, le 3e prix a été attribué à monsieur Nicolas Uriti, candidat numéro 18 de l'Université confédérale Léonard Vinci, Poitiers, Nicolas Uriti, pouvez l'applaudir bien fort, qui va se voir remettre ce 3e prix du jury, qui consiste en un chèque de 750 €, qui est en train d'être édité derrière, dans les coulisses, et qu'on va nous amener dans quelques instants. Alors si vous devez faire 180 secondes, moi, il peut m'arriver de devoir faire beaucoup plus en ne disant rien. Voilà, je pense qu'on devrait faire une compétition de 60 minutes pour ne rien dire. Ça serait pas mal. Voilà, est-ce qu'on peut avoir le prix, 3e prix du jury? Alors vous savez ce qu'ils sont en train de faire en fait? Ils sont en train d'écrire votre nom. Ce qui vous montre que tout ça n'est absolument pas truqué et qu'on découvre au dernier moment. Voilà, le chèque arrive, vous pouvez applaudir. Le 3e prix du jury, 750 €, remis des mains de Madame Sharqawi, Racha Sharqawi, membre de l'Académie, résidente de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. 3e prix du jury de cette édition 2016, MT 180. Applaudissez Nicolas, bravo. Alors Nicolas, Madame Sharqawi, je vais vous demander de bien vouloir rester avec nous sur scène, bien évidemment, de vous positionner sur la gauche pour qu'on puisse continuer à remettre les prix. Nicolas, je vous en prie. Monsieur Yazami, le 2e prix du jury, attendez, qui est attribué par le ministère de l'Enseignement supérieur, la recherche scientifique et la formation des cadres. Et je vais demander à son secrétaire général, monsieur Mohamed Abou Salah, de nous rejoindre sur scène pour remettre ce prix. Alors, monsieur Yazami, J'attends que monsieur Abou Salah. c'est pour qu'on gagne du temps et qu'ils écrivent le nom sur le chèque. Pas de problème.
Je voulais profiter. C'est pas donc, grave. le deuxième prix a été attribué à mademoiselle Maude Gratuz de l'Université Laval, Québec, Canada. Maude. Maude qui nous vient du Québec. Deuxième prix du jury. Alors, c'est un prix de 1 000 € qui est attribué, je vous le rappelle, par le ministère de l'Enseignement supérieur, la recherche scientifique et la formation des cadres. On est en train d'écrire votre nom sur le chèque. On va vous l'amener. Ça va? Tout va bien? Ben oui, forcément, tout va bien. Ouais. Deuxième? Oui, c'est très bien. C'est parfait. Bon, vous pouvez pas m'aider, vous, 180 secondes? Je sais pas, le temps que ça arrive. Vous voulez pas? D'accord, personne ne veut parler, c'est bizarre. Ils ont tous parlé pendant 180 secondes fois 20, ça nous a fait 1 heure tout rond, sauf qu'on a rajouté bien sûr Brahim, notre doctorant en rien, qui nous a meublé tout ça. Vous pouvez l'applaudir Brahim quand même, hein, parce que faire du rien aussi, c'est difficile. Deuxième prix du jury, on peut l'avoir? C'est possible? S'il vous plaît. Voilà. Vous pouvez faire un ou hein, si vous voulez, hein, pour les appeler hein, et pour appeler le chèque. Ça me rendrait service. Le chèque, le chèque. Le chèque. Ah! Et on l'applaudit. Deuxième prix du jury. 1 000 €. Remis des mains de Si Abou Salah, secrétaire général du ministère. Alors, Si les amis, on va passer au premier. Hein? Premier prix du jury. Qui c'est qui va l'attribuer, ce premier prix du jury? Je vous rappelle que ce prix est attribué par la Fondation Banque Populaire. Et je vais donc demander à M. Abdeltef Zerbet, qui est le secrétaire général de cette fondation, de nous rejoindre sur scène pour remettre ce prix. Je demande de l'applaudir. Et pendant qu'il monte, le premier prix du jury, M. Yazemi. Alors, la lauréate du premier prix, c'est mademoiselle Désirée Koenig de l'Université de Freiburg en Suisse. Désirée, qui nous vient de Suisse. Et on accueille M. Zerbet, secrétaire général de la Fondation Banque Populaire. Désiré qui monte sur scène. Vous pouvez les applaudir bien fort. Premier prix, hein. Premier prix du jury, allez-y, hein. Vous pouvez y aller en applaudissements. Tout à l'heure, c'était l'applaudibet. Je pense que pour le premier prix du jury, vous pouvez faire mieux que ça, mieux que ça. Ah ouais. Premier prix du jury de cette finale internationale. Ma thèse en 180 secondes ici, à Rabat. Voilà. Voilà, plus le nom est court, plus c'est rapide. C'est pas compliqué. On aurait dû faire comme ça dès le début. Voilà, 1 500 € des mains de M. Abdeltif Zerbet, secrétaire général de la Fondation. Alors, je vais vous demander de rejoindre les 2 autres gagnants. Premier, deuxième, troisième prix. Alors là, Monsieur Yazemi, c'est pas vous qui allez annoncer le prix du public. Vous avez une petite idée du prix du public ou pas? Ah ouais? C'est quoi? Ah bon? Vous êtes sûr? Bon. Alors, pour remettre ce prix, je vais déjà appeler, et c'est normal, M. Saïd Hamzazi, président de l'Université Mohamed V de Rabat, et M. Ahmed Hammouch, responsable du département scientifique du CNRST, le Centre national pour la recherche scientifique et technique. Et donc, vous savez quoi? Je vais vous laisser dire le nom du candidat qui a gagné. Candidate? Ah ouais, c'est pas mal, on avance. Sheima Simtal. Sheima Simtal qui gagne ce prix du public. C'est vous qui l'avez élu ce soir. Un prix de 1 000 €.
attribué par l'Université Mohamed V de Rabat et le CNRST ce soir. Alors, on arrive bien entendu à la fin de cette cérémonie. Je vais juste donner la parole rapidement à M. Hamzazi pour qu'on clôture et à M. Hamouche, bien évidemment. Je vous en prie. Merci d'abord, cher Faisal, pour cette belle animation. Je voudrais tout d'abord féliciter les gagnants, mais surtout tous les candidats pour cette belle prestation, pour avoir donné envie, pour avoir montré et donné le meilleur d'eux-mêmes. Je voudrais également remercier le jury pour ce travail remarquable. Pas évident de départager entre des talents aussi remarquables. Et bien sûr, mes remerciements vont à ce public, ce beau public qui est resté ici jusqu'à ces heures d'Adib. Merci. Merci beaucoup, M. Hamzazi. Monsieur Ahmed Hamouche. Je voudrais également, si vous le permettez, Faisal, parce qu'on a vu tous les organisateurs sur scène, mais je n'ai pas vu Aziz ni Oumnia. Et donc, je voudrais appeler Aziz et Oumnia de se joindre à nous. Selma, Raja, bon, Raja est déjà là. Et puis, je voudrais remercier, tout à l'heure, j'ai oublié de remercier une personne qui a fait un travail remarquable, Rafia. Elle est où, Rafia? Rafia, elle est là. Elle lève la main, elle est là. Voilà. Voilà. Alors, venez. Alors, on va donner la parole à M. Hamouche. Et vous avez raison. Merci. Allez-y, je vous en prie. Merci à toutes les personnes présentes. Merci aux membres du jury. Merci à tous les participants de près ou de loin qui ont fait en sorte pour que cette soirée soit réussie. C'est la science qui gagne et c'est de l'excellence qui gagne. Et donc, nous pouvons être qu'heureux. Et merci à vous tous. Je tiens à signaler une chose, c'est que dans la bourse d'excellence, on a 2/3 de femmes. Et ici, vous pouvez faire le compte des gagnants et des gagnantes. Et vous allez tout de suite voir que ce sont les demoiselles encore qui gagnent. Merci, M. Hamouche. Alors, je peux accaparer la parole, Faisal. Je vous en prie. Désolé. J'appelle également Soufiane, il est là. Fatima Zinoun, je ne la vois pas. Elle a fait un remarquable travail de communication. Hein, elle est où? Et Myriam Boudkhil aussi. Allez-y, applaudissez-les. Et bien sûr, si cette soirée s'est passée dans ce beau lieu de la culture, c'est grâce à notre ami Ben Hussein. Ben Hussein, monsieur le directeur, vous êtes où? Du théâtre Mohamed V. Est-ce qu'il est là? Alors, ma chère collègue Lina, pour avoir fait également un travail remarquable, veuillez vous joindre à nous. Et voilà. On va pas s'arrêter là, on va demander au jury, parce qu'on va faire une photo de famille, hein, bien évidemment. Et les membres du jury, si vous voulez bien. Aux membres du jury de venir sur scène et à tous les candidats de nous rejoindre sur scène. Allez, venez. Venez, on va essayer d'organiser tout ça. Comité d'organisation, candidats, jury, pour qu'on immortalise quand même ce moment avec toutes les personnes qui nous ont permis d'avoir et de vivre ce moment ce soir. Tous les candidats, les 20 qui ont participé, qui se sont donnés à fond pour ce soir. Alors, applaudissez-les bien fort. On va essayer de se serrer un peu, ça va être difficile juste pour que tout le monde soit dans la photo. Allez-y, serrez-vous un peu, c'est pas grave. Applaudissez-les, ça va leur donner du baume au cœur. Les candidats devant. Et les chefs de délégation, bien évidemment, quand je dis candidats. Allez-y devant. Où sont les chefs de délégation? Venez. Je vais demander également aux chefs de délégation. Voilà, faites deux rangs. Monsieur Rachid Aguedou, le chef département des affaires administratives du CNRST, qui a fait un travail remarquable également, veuillez joindre à nous. Merci. Venez, alors, essayez de vous positionner vers le centre. Aidez-nous un peu pour que vous puissiez être tous sur la photo. Allez-y, venez. Allez, hop, hop. On y va. Hop. Et la photo finale. Allez, la dernière salve d'applaudissements pour ce soir. C'était la 3e finale internationale de ma thèse en 180 secondes. On se donne rendez-vous l'année prochaine.
Merci à tous. À l'année prochaine. تبارك الله عليك يا برش